Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède à ce membre précis la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, j'ai une histoire à raconter aujourd'hui au chef de la CAQ et j'aimerais qu'il me dise comment elle va se terminer. En 1949, Karel Velan, un immigrant tchèque, a fondé une entreprise qui s'appelle l'entreprise Velan. Il est arrivé au Québec sans le sou. Il a créé une entreprise manufacturière qui est maintenant reconnue à l'échelle mondiale. C'est un fleuron québécois qui existe depuis 60 ans et au Québec, l'entreprise emploie 400 personnes. En janvier dernier, l'entreprise qui a son siège social à Montréal a annoncé l'abolition de 130 postes. La raison, une partie de ses activités sera délocalisée en Inde. Le 16 mai dernier, l'entreprise a annoncé une nouvelle vague de suppression, 65 emplois abolis cette fois. Au cours des prochaines semaines, les équipements de l'usine de Saint-Laurent seront expédiés en Inde. Ce sont 195 employés qui vont se retrouver au chômage, près de 200 familles qui seront affectées par cette situation. Ce sont des emplois dont le salaire moyen s'élève à 30 $ l'heure, des emplois payants comme vous les aimez. Du côté du ministre de l'Économie, c'est silence radio dans ce dossier. Est-ce que le premier ministre peut nous dire si Velan fait partie d'un secteur stratégique ou si on doit, encore une fois, laisser tomber cette entreprise? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, j'apprécie la question et je peux confirmer qu'effectivement, la compagnie Velan, qui est un leader mondial au niveau des valves, il faut comprendre par contre qu'en 2015, quand M. Leduc a été engagé comme nouveau président et chef de la direction, il y avait un élément important qui devait faire face, la restructuration de l'entreprise. On a vu en 2018 les ventes de Velan chuter de 25 % et d'enregistrer une perte pour la première fois. Alors effectivement, il y a des choses importantes qui se font présentement et la décision a été prise de fermer une usine et de passer de 3 usines à 2 usines. Mais le contexte dans lequel ça a été fait, c'est que nous avons maintenant 170 personnes qui vont perdre leur emploi par attrition. Donc, je pense que la compagnie a très bien géré ça dans le contexte des emplois qu'on veut protéger. Et d'ailleurs, le plan d'action qui est en train d'être finalisé pour une autre structuration va être déposé à mon ministère prochainement et nous sommes en contact avec la société. Donc, là, je pense que je peux rassurer la population du Québec que le ministère de l'Économie fait son travail et travaille étroitement avec la société. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le ministre de l'Économie, le 16 mai dernier, avait déclaré, et je le cite, là, « Velan, comme d'autres compagnies, doit de temps en temps prendre des décisions difficiles pour optimiser ses opérations. » Ce qu'on doit comprendre actuellement, que la politique économique du premier ministre et de son ministre de l'Économie, c'est la résignation. Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Je pense que dans un contexte de globalisation, puis l'industrie Velan dans le domaine des valves fait face à d'énormes compétitions à l'extérieur du Canada et je pense qu'il est très approprié pour une entreprise, au fil du temps, de devoir rationaliser. Et je pense qu'il est plus important de garder des positions payantes permanentes que d'avoir trop de positions où on est vulnérable avec des vents de courant internationaux. Je pense que le Québec doit identifier les secteurs où on peut être stratégique et comme gouvernement, comme ministère de l'Économie, de mettre les programmes en place pour qu'on optimise les entreprises et qu'elles soient performantes. On peut faire ça dans tous les secteurs. On va choisir les secteurs. Et Velan, dans les 2 usines qui vont demeurer, on va probablement les aider à augmenter leur productivité. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Parce qu'en attendant, les employés ce matin manifestent leurs inquiétudes. Ce sont 200 familles qui sont affectées. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, dans un dossier où 200 emplois payants sont menacés, on ne vous a pas entendu une seule fois vous porter à la défense des travailleurs, et ce, depuis le mois de janvier? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, le ministre de l'Économie s'est impliqué dans le dossier. Velan est dans un secteur qui est stratégique. On parle d'une partie des emplois qui sont des emplois payants. Par contre, il arrive que dans des entreprises, il y a une partie des emplois qui sont moins payants, que c'est plus approprié que ces emplois-là se retrouvent dans des pays où les emplois moins bien payés viennent consolider l'entreprise. L'important, c'est de garder les emplois payants au Québec, d'avoir une compagnie qui est productive, qui est capable d'être compétitive au niveau mondial, et on tient
à développer Vélan. En On terminant. travaille avec Vélan. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. J'ai de la misère à suivre le premier ministre parce que parfois, les employés gagnent trop cher, puis parfois, ils ne gagnent pas assez cher. Hier, vous nous avez dit que les résidences privées pour les aînés, c'était sans intérêt, et c'est sans doute par charité que les Américains ont acheté le groupe Maurice pour 2,4 milliards de dollars. Monsieur le Président, c'est complètement incohérent comme réponse. Pour Vélan, depuis janvier, le gouvernement n'a rien fait. Qu'est-ce que le premier ministre attend? Et qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il attend que des investisseurs étrangers mettent la main sur cette entreprise? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, ça prendrait un peu plus que quelques secondes pour expliquer au chef de l'opposition officielle comment on crée de la richesse au Québec. Monsieur le Président, dans le cas des résidences de personnes âgées, si on a 1000 personnes qui s'occupent des personnes âgées, que l'entreprise soit détenue par des Américains ou des Québécois, il va continuer d'avoir 1000 personnes qui vont s'occuper des personnes âgées. Dans le cas de Vélan, il y a une partie des emplois qui sont des emplois à valeur ajoutée qu'on essaie de garder ici, mais c'est pas impossible, c'est pas incohérent, puis c'est même une bonne chose que certains emplois moins payants soient dans des usines à l'étranger. On expliquera ça. En tout cas, ça me fera plaisir d'expliquer ça. Question principale, Madame la députée, s'il vous plaît, votre attention. La parole appartient maintenant à la députée de Saint-Laurent. Franchement, le groupe Maurice, Bombardier, Vélan, c'est à Saint-Laurent. Vous êtes complètement déconnectés. C'est pas en Inde qu'on veut des emplois, c'est au Québec. Mais on va revenir aux maternelles 4 ans. Monsieur le leader du gouvernement, Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Le Monsieur le leader du gouvernement a la parole maintenant. Ça va être cher. Monsieur le Président, je crois qu'ici, on doit s'adresser à vous lorsqu'on pose une question. Je nous invite à faire preuve de décorum. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, c'est ça qui arrive lorsque le premier ministre suscite des débats. C'est ce qu'il a fait. Il voulait avoir plus de temps pour répondre. Il aurait pu prendre déjà les premières questions. Ça y en aurait donné quelques secondes de plus. Monsieur le leader du gouvernement, complétant. Monsieur le Président, le premier ministre répond à la question qui a été déposée par le chef de l'opposition officielle. La députée de Saint-Laurent s'adresse directement au premier ministre sur une nouvelle question, qu'elle pose sa question et elle aura une réponse à sa question, Monsieur le Président. OK, je vous demande maintenant d'être attentif. Je vous demande de vous adresser à la présidence. Je vous demande d'être prudent dans vos propos et je vous redonne la parole. Madame la députée, veuillez poursuivre votre question. En fait, tous les Québécois se posent toujours la même question. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi le plan? Prêt à investir 2 milliards de dollars dans les maternelles 4 ans, mais personne ne sait où, comment et comment qu'on va le faire, à quel endroit. C'est rendu que là, on parle des partenaires. La Fédération autonome des enseignants demande le report. La CSQ, qui représente des milliers de professionnels dans le réseau d'éducation, demande le report. Mémoire de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la CDPDJ demande aussi là, un plan, juste savoir où est-ce qu'on s'en va avec les maternelles 4 ans. Tous les gens qui sont venus, là, on parle d'une vingtaine de groupes, on a entendu des heures et des heures de consultation. On leur a posé la question, est-ce que vous avez vu le plan des maternelles 4 ans? Tout le monde a dit non. Alors on se pose la question, il est où votre plan? Monsieur le ministre de l'Éducation. Juste, Monsieur le Président, commencer par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a rendu public un rapport. Il se dit la Commission souscrit à l'objectif général du projet de loi 5. Après ça, ils veulent évidemment qu'on s'occupe des jeunes qui sont en difficulté. C'est ce qu'on fait, c'est la préoccupation de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Hier, on annonçait plus de 80 millions d'argent récurrent en services professionnels pour des enfants qui ont des difficultés. Ça déstabilise nos collègues en face. Eux, je me souviens qu'en une seule année, ils ont coupé 265 professionnels. 265 professionnels qui rendaient des services à des enfants vulnérables, des enfants qui ont été laissés tomber en 2015, en 2016, en 2017, sont un peu déstabilisés. Il y a de l'argent neuf qui arrive en éducation pour embaucher des professionnels. Alors, ils ne savent pas trop dire « y en a-tu trop? Y en a-tu pas assez? » Ils ne savent pas trop. Heureusement, ce n'est pas eux qui vont gérer les embauches. Ce sont le gouvernement, surtout en partenariat avec les commissions scolaires, pour bien répartir les ressources, oui, dans les maternelles 4 ans, mais aussi dans nos écoles primaires, dans nos écoles secondaires. Et pour la première fois, des ressources dédiées en formation professionnelle et en formation aux adultes. Ça, première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. On sait toujours ce qu'on a envie de citer, hein?
Alors, la Commission recommande au gouvernement de maintenir les mesures ou programmes en place pour assurer le développement des enfants en situation de pauvreté en vue de garantir leur entrée à l'école soit réussie. La CSQ recommande au gouvernement de retirer votre projet de loi numéro 5. La SFP demande au ministre de mettre son projet de loi en veilleuse. On vous demande un plan. Pas juste des belles paroles, juste un plan, Monsieur le Président. Ils avaient des mois et des mois pour y penser. Il y en avait 4 ans dans l'opposition pour y penser. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, elle-même a dit que lors de la dernière campagne électorale, leur plan, c'était des pailles en plastique et je ne sais quoi d'autre. Puis là, aujourd'hui, elle critique notre plan. Notre plan, c'est de poursuivre un déploiement que le gouvernement du Parti québécois et le Parti libéral ont commencé, avec l'appui unanime de la Chambre, de déployer en service les services de maternelle 4 ans en milieu défavorisé d'abord. C'est ce qu'on continue en septembre prochain, 250 places en milieu défavorisé. Maintenant, on sait bien qu'il y a des enfants partout, à grandeur du territoire, qui ont besoin de stimulation précoce, qui ont besoin du tandem, du duo de feu entre enseignantes et éducatrices. On va leur donner pour leur permettre d'aller au bout de leurs rêves. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, le ministre de l'Éducation est vraiment mal placé pour parler aujourd'hui alors que eux, leurs promesses électorales, ils ont retiré de leur site Web. Alors, en absence de plan, c'est rendu que l'Association québécoise des CPE dépose un plan à votre place et vous le demande. Il y a urgence d'agir sans précipitation. Au Parti libéral du Québec, on le répète, on ne veut pas du mur à mur, on veut du sur-mesure, mais avec un plan concret. Déposez-le, votre plan. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, l'Association québécoise des CPE, justement, est en collaboration avec nous, contrairement à ma collègue. Elle ne demande pas le retrait du projet de loi. La Fédération, l'Association des CPE travaille, est bien consciente qu'on travaille en collaboration. Famille, santé, éducation, même affaires municipales. Et on a eu une rencontre la semaine dernière, justement, le trio des ministres, avec les membres de notre cabinet, avec les CPE, avec des médecins, avec M. Lebon, qui d'ailleurs a salué, qui était le président de la table de la petite enfance, qui a salué le travail, qui dit que la maternelle 4 ans sera essentielle dans le coffre à outils pour offrir toutes les chances à nos jeunes de réussir leur parcours scolaire. Question principale, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Même si le ministre de la Famille refuse d'évaluer l'impact de la maternelle 4 ans mur à mur sur le réseau de services de garde, tout le monde sait que ça va faire mal. L'éducation a confirmé son impact. Au cours des consultations, nous avons entendu des groupes venir nous exposer leurs préoccupations. Pour le bénéfice du ministre, voici les commentaires de ses partenaires. D'abord, ils auraient tous aimé que le ministre soit présent pour les entendre. La QCPE a demandé d'entendre avec le projet de loi de faire une politique nationale sur la petite enfance avant d'aller plus loin. Le Conseil québécois a dit qu'à 4 ans pour dépister, c'est déjà trop tard. Il faut agir plus tôt et les services de garde peuvent le faire. Le FIPEC-CSQ a dit qu'il faut en faire moins, mais en prendre soin. Monsieur le Président, actuellement, c'est le ministre de l'Éducation qui est aux commandes pendant que le ministre de la Famille est assis sur les banquettes arrière. Quand le ministre de la Famille a-t-il l'intention de prendre le volant? Monsieur le ministre de la Famille. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à dire qu'on est en communication constante avec les partenaires. Je peux vous dire que j'ai entendu la réponse de la QCPE hier à cette question bien précise, à savoir s'ils souhaitaient que je sois autour de la table. Et ce qu'ils ont répondu, c'est qu'ils sont déjà en communication avec moi et qu'on a l'occasion de se parler à de nombreuses reprises. Donc, je pense qu'il faut être un peu rigoureux ici. L'objectif du gouvernement, Monsieur le Président, c'est d'assurer que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. Et les besoins sont grands. Je le rappelle à ma collègue de Westmount-Saint-Louis, 42 000 enfants en ce moment sur la liste d'attente. Je pense qu'on peut dire que toutes les paires de bras sont les bienvenus. On a besoin de place pour nous tout petits. Donc, les prématernelles 4 ans vont venir donner un coup de main au réseau des services de garde éducatifs et en même temps, on continue le développement, Monsieur le Président. Je vous le rappelle, il y a plus de 15 000 places actuellement qui sont en développement. Il y a près de 200 millions de dollars en coûts récurrents qui sont associés à ça, 190 millions en infrastructures. Et je vous rappelle que pendant que la députée de Mille-Îles, durant le dernier mandat libéral, augmentait les tarifs en services de garde, bien nous, on revient au tarif unique. Et ça, c'est un vote de confiance envers les services de garde éducatifs à l'enfance. L'important, c'est de donner un choix aux parents et que les enfants développent leur potentiel. Première complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Il n'y a pas de plan, on ne fait aucune analyse d'impact.
Georges Darapulsi affirme que les résultats de la maternelle 4 ans sont mitigés, que nous avons déjà un réseau en place qui prend en charge des enfants. Sylvana Côté affirme que selon les données québécoises, ce sont des CPE et non les maternelles 4 ans qui préparent le mieux les enfants pour la réussite scolaire. Jacques Moreau affirme que déplacer les enfants 4 ans dans un CPE vers le maternel pourrait être une menace pour les enfants vulnérables. Pourquoi pousser la maternelle 4 ans? de la famille. Je pense qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Là, on parle d'un service public de qualité qui sera offert de façon universelle aux petits Québécois, aux petites Québécois. Je pense que d'insinuer qu'on envoie les enfants dans la gueule du loup, c'est un peu gros, c'est un peu grossier, je dirais. Au Québec, il y a plus d'un enfant sur 4, 27,7 % d'enfants qui commencent la maternelle avec une vulnérabilité dans un domaine de développement. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça fait des années que ça ne change pas. Le bilan empire. Je pense que les prématernelles 4 ans vont aider et que le réseau des services de garde éducatifs aussi va continuer d'aider parce qu'effectivement, on le fait déjà et on le fait bien. On l'a dit, on va continuer de développer 15 000 places actuellement, plus d'un demi-milliard de dollars d'investissement. Moi, je pense qu'on va laisser le choix aux parents. C'est la meilleure chose à faire. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Monsieur le Président, on est en manque d'écoute de son réseau. Nous avons passé seulement 5 jours en consultation, a entendu seulement 28 groupes. Pendant ce temps-là, le ministre de la Famille, son adjoint parlementaire, son cabinet et son ministère sont totalement absents du débat. Le réseau des services de garde est laissé seul devant le mur de maternelle 4 ans. Il est où, le ministre de la Famille, au moment que son réseau a vraiment besoin de lui? Ministre de la Famille. Il est dans son bureau et sur le terrain en train de travailler, Monsieur le Président. Je pense que c'est ça l'important parce qu'après 15 années de développement sauvage de la part du Parti libéral du Québec, on n'a aucune leçon à recevoir sur le développement du réseau. Il y a eu un développement anarchique. On est en train de mettre de l'ordre là-dedans. S'il vous plaît. Il y a eu des compressions, il y a eu des augmentations de tarifs. On est en train de régler ça. On va investir. 15 000 nouvelles places sont en développement, plus d'un demi-milliard de dollars. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? Il n'y a pas un gouvernement au Québec depuis 10 ans qui aura créé autant de places, concrétisé autant de places que nous. En terminant, s'il vous plaît. En CPE et en garderie. Question principale. La parole appartient à la députée de Joliette. Au moment du dépôt du projet de loi sur les maternelles 4 ans, on a dit que c'était un projet ni souhaité, ni souhaitable, ni réalisable. Eh bien, après les consultations, force est de constater qu'on n'est pas les seuls à le penser. C'est un projet non souhaité d'abord par une majorité de parents, 42 000 qui attendent une place sur le guichet unique, qui veulent d'abord une place de qualité en CPE. C'est un projet non souhaitable sur le fond parce qu'il n'y a aucun consensus scientifique à l'effet que la maternelle 4 ans mur à mur est le moyen à privilégier pour le développement et la réussite des enfants. C'est un projet non réalisable parce que juste d'un point de vue de ressources humaines, ça signifierait l'embauche d'au moins 4 000 nouvelles personnes dans les écoles primaires du Québec. Bref, face à l'ensemble de ces signaux d'alerte, est-ce que le ministre de l'Éducation va faire la seule chose responsable, prendre un temps d'arrêt, mettre de côté le projet de loi sur les maternelles 4 ans et nous revenir avec une vraie vision et un vrai plan de match bien ficelé? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le temps d'arrêt, on l'a eu longtemps. Ça fait longtemps qu'on est en temps d'arrêt, qu'on déploie pas trop vite, à coût de 100 classes par année, qu'on n'ouvre pas trop de places en CPE, à coup qu'on aurait trop de vision, qu'on aurait trop d'ambition pour nos jeunes. Je pense que les Québécois, le 1er octobre dernier, ont dit on est tannés du temps d'arrêt. Ça serait d'avoir le temps des actions, le temps de l'ambition pour nos jeunes, le temps de déployer des services, autant en collaboration, en famille, éducation, autant en CPE qu'en service de garde, qu'en maternelle 4 ans. C'est fini le temps d'arrêt, c'est le temps d'avancer, justement. Et il y a beaucoup de gens qui souhaitent. Le Conseil supérieur de l'éducation, l'UMQ qui est venu nous en parler hier, celle qui a été la doyenne de la plus grande faculté des sciences d'éducation au Québec, la doyenne de la fac de l'UQAM, qui est venue nous dire « ça prend ça ». Et je ne vous parle pas de la Fédération des comités de parents, les 2 associations nationales de personnel de direction d'école. Écoutez, on va le faire. On va le faire parce que les Québécois le demandent. On va le faire parce que les enfants en ont besoin. On va le faire parce qu'on a de l'ambition pour nos jeunes. Et je suis convaincu que dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont se rendre compte que finalement, c'est la bonne chose à faire. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette.
Quand on engage 2 milliards dans un projet, de surcroît quand ça concerne les enfants, on ne peut pas juste foncer tête baissée. Il faut être sur du solide. Le gouvernement n'est pas sur du solide. La preuve, c'est que ces chiffres changent constamment. Comment le ministre de l'Éducation peut-il nous dire aujourd'hui qu'il va être capable d'amener 4 000 nouvelles ressources dans les écoles primaires juste pour les maternelles 4 ans? Comment peut-il nous dire qu'il va développer la maternelle 4 ans alors qu'il n'y a pas de locaux sur l'île de Montréal et Laval? Un peu de réalisme, un pas de recul. Écoutez Monsieur le ministre de l'Éducation, la parole vous appartient. Bien, avec respect, c'est les chiffres de ma collègue là, qui changent toujours. 4 000 nouvelles ressources. Écoutez, il y a déjà 394 classes d'ouvertes. On en ouvre 250 en septembre prochain. Il en manquera moins de 2000 classes à ouvrir. On n'arrive pas à 4 000. Ma collègue répète toujours 2 milliards, mais elle confond le budget des opérations avec le PQI. Je m'excuse, mais ça ne se mélange pas. On ne peut pas additionner l'argent du PQI avec le fonds d'opération. C'est deux choses différentes. C'est vrai que dans les deux cas, on investit dans notre jeunesse. Vous savez quoi? On est fiers de le faire. Deuxième complémentaire. Encore une fois, la parole n'appartient qu'à la députée de Joliette. Oui, au moins 4 000, Monsieur le Président, parce qu'au moins 2 000 enseignants. Ensuite, au moins 1 000 ressources qui vont accompagner à temps partiel comme éducatrice les enseignants dans les classes. Ça, c'est le duo que le ministre annonce. Et 1 000 ressources pour accueillir ces enfants-là dans les services de garde à l'école. Donc, oui, au moins 4 000 nouvelles ressources et en plus, des centaines de nouveaux locaux, alors que la Fédération des commissions scolaires est venue nous dire hier que les 700 locaux virtuels du ministre n'existent pas. C'est des endroits où il n'y a pas d'enfants. Est-ce que le ministre peut mettre de côté... Monsieur le ministre de l'Éducation. Sur les locaux, on va y aller là-dessus. Les 709 classes qui sont libres sont des chiffres qui viennent des commissions scolaires. On a consulté les commissions scolaires, ils nous ont dit, écoutez, il y a des places pour déployer les maternelles 4 ans, on peut aménager ces locaux-là. Et nous, quand on ouvre, contrairement aux collègues, quand on ouvre des classes de maternelles 4 ans, on prévoit un budget d'11 000 $ pour adapter la classe, pour que la fontaine, pour que les enfants puissent boire, soit là, à hauteur des petites 4 ans, pour que les bureaux, pour que les chaises soient à hauteur des petites 4 ans. Parce que c'était une bonne idée de déployer le service. Mais les deux précédents partis, quand ils le faisaient, ils n'investissaient pas pour que les classes soient adaptées aux petites 4 ans. Nous, on va le faire, on va prendre soin de nos tout-petits. Question principale, Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Les consultations sur les maternelles 4 ans sont terminées et ce qui ressort clairement, c'est qu'il faut agir le plus tôt possible si on veut vraiment favoriser la réussite des enfants. Et le plus tôt possible, c'est dès la naissance. Tous les experts le disent et même le député de Taillon. C'est pour ça qu'on ne peut pas seulement miser sur le réseau scolaire pour que ça marche. Il y a bien des limites à faire entrer des enfants de 3 ans, de 2 ans dans le réseau scolaire. On ne fera pas entrer des enfants qui portent encore des couches à l'école. Si le gouvernement est sérieux et qu'il veut vraiment aider les enfants à réussir, s'il veut vraiment agir tôt, il devrait s'engager à implanter une politique nationale de la petite enfance et à reconnaître le droit de chaque enfant, dès la naissance, à des services éducatifs de qualité. On est rendu là au Québec. Le ministre de l'Éducation veut inscrire dans une loi le droit à la maternelle 4 ans. Est-ce qu'on peut aussi inscrire dans une loi le droit à des services éducatifs de qualité dès la naissance? Ça, ce serait avoir de l'ambition pour nos jeunes. Monsieur le ministre de l'Éducation. Oui, Monsieur le Président, bien, je suis content que ma collègue nous dise que tout ne commence pas à 4 ans. Elle a bien raison à ce sujet-là. C'est pour ça que mon collègue, le ministre de la Famille, travaille si fort pour améliorer les services de garde éducatifs à l'enfance en investissant dans la formation continue, en s'assurant qu'il y a un dossier de l'enfant qui soit plus adapté, à s'assurer qu'il y a une communication famille, milieu de garde. C'est pour ça que mon collègue, le ministre de la Santé, travaille un programme extrêmement ambitieux, Agir tôt, pour aller voir les jeunes là où ils sont. C'est dans leur famille, on va y aller. C'est des organismes communautaires, ils vont y aller. C'est en CPE, ils vont y aller. Après ça, bien, on va les prendre en charge pour ceux qui font le choix de la maternelle 4 ans pour avoir des services professionnels, avoir le duo incroyable enseignante, éducatrice, et même, je dirais, le trio en ajoutant les professionnels qu'on ne peut retrouver que dans les écoles pour avoir quelque chose comme ce qui a fait ses preuves en Ontario. Hier, on avait une directrice, une enseignante et une administratrice de l'Ontario qui venaient nous dire, écoutez, on l'a fait, on l'a déployé en 5 ans, ça fonctionne très bien et jamais on reviendra en arrière. Première complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. Merci.
Agir tôt, c'est aussi faire une évaluation de l'enfant le plus tôt possible dès qu'il y a un dépistage et déployer les services professionnels dès qu'il y a un diagnostic. Le délai moyen pour un enfant autiste, c'est 2 ans d'attente pour un diagnostic et ensuite encore 2 ans d'attente pour des services. Pour moi, avec des délais comme ça, on est assez loin de l'agir tôt. Le ministre nous a dit hier qu'il va ajouter des professionnels pour instaurer un plancher de service, mais il nous a pas dit ça va être quoi le plancher de service. Combien de professionnels pour combien d'élèves et c'est quoi le délai ciblé pour une prise en charge? C'est ça qu'on veut savoir. Monsieur le ministre de l'Éducation. C'est la première fois qu'on instaure un plancher de services professionnel et de techniciens en éducation spécialisés dans les écoles. C'est un plancher, c'est un minimum, c'est un professionnel à demi-temps. Oui, on l'a dit lors de la conférence de presse hier en passant. C'est un professionnel à demi-temps et c'est un ou une technicienne en éducation spécialisée à demi-temps. Bien sûr, dans la plupart des écoles, il y a bien plus que ça. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des écoles, des petites écoles, surtout en région, qui a 80 élèves, 100 élèves, où il y a 0 service professionnel pour ces jeunes-là. Et pourtant, c'est pas parce qu'on est dans une petite école qu'on n'a pas besoin d'aide. C'est pas parce qu'on est dans une petite école que les enseignants n'ont pas besoin de support. Et nous, on pense à tous les Québécois, en région, comme en... Monsieur le leader du gouvernement. Président, ça fait 3 reprises que la députée de l'Acadie intervient quand le ministre de l'Éducation répond. Honnêtement, dans le cadre de nos débats, lorsque vous donnez la parole au ministre de l'Éducation, c'est lui qui parle. Il tente de répondre à la question posée par la députée de Sherbrooke. Je vous rappellerai, Monsieur le Président, de demander à la députée de l'Acadie de pouvoir écouter la question. S'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, Monsieur le Président, ce que faisait la collègue, c'est de lui rendre service. Elle lui a offert de prononcer et d'accorder correctement les mots, Monsieur le Président. Non, s'il vous plaît, non. Attention, s'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement, et on complétera sur votre intervention. Écoutez, Monsieur le Président, je pense que pour les oppositions, c'est légitime de poser des questions aux affaires courantes aujourd'hui. Les ministres essaient de répondre aux questions pour donner une réponse intelligible aux collègues de Sherbrooke. Alors, Monsieur le Président, on se retrouve dans une situation où, soyons sérieux, je pense que l'Assemblée mérite davantage, plus de décorum, et on devrait se comporter de cette façon-là. Je demande votre attention. Je vous ai dit souvent, et je le rappelle, évitez de vous interpeller, tant les questions que les réponses sont importantes. Votre collaboration pour bien écouter, je pense que c'est important sur les sujets qu'on sait devoir aborder. Je vous demande maintenant de poursuivre. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Le premier ministre a parié sa carrière politique sur les maternelles 4 ans. Mais on dirait qu'il a oublié une affaire, la réussite de nos enfants, de tous nos enfants, surtout ceux qui ont des besoins particuliers, ça ne se passe pas juste à l'âge de 4 ans. Est-ce qu'il va dire à son ministre des Finances de mettre l'argent sur la table pour, 1, que toutes les familles qui veulent une place en service éducatif en aient une, et 2, que tous nos enfants reçoivent tous les services dont ils ont besoin dans un délai qui a de l'allure et tout au long de leur parcours? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, la chef du deuxième groupe d'opposition a raison. Si j'avais à choisir une raison pourquoi je fais de la politique, c'est pour aider les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Je suis allé chercher un médecin de Sainte-Justine qui va s'assurer que le dépistage soit fait rapidement. On va s'assurer aussi qu'on ajoute des places dans les CPE. On va s'assurer d'avoir des professionnels dans les écoles. Actuellement, si on regarde les enfants de 4 ans, il y en a 8 qui ont accès à la maternelle 4 ans, puis 30 qui ont accès au CPE. Ça veut dire qu'il y a 62 qui n'ont pas de service. Ça, c'est le résultat des 15 années péquisto-libérales. Nous, on va s'assurer de donner des enfants, des services à tous nos enfants. Question principale. Votre attention, la parole n'appartient qu'aux députés de Lapinière. Soyons justement sérieux. À propos de l'abolition des permis de taxi, je cite le mouvement Desjardins. Cette abolition équivaut certainement et indéniablement à une cession sous contrainte à laquelle réfère le Code civil. Fin de la citation. Cette référence, c'est l'expropriation. À l'étude des crédits, j'ai posé la question à un de ces fonctionnaires. On calcule comment la compensation? Réponse, à la valeur marchande, le contraire de ce que fait le ministre dans l'expropriation des permis de taxi. Gênant pour le ministre. Le mouvement Desjardins a aussi dit « Vous êtes juge et partie », ce qui est anormal. Par souci de neutralité, Desjardins a proposé de mettre en place un groupe d'experts en expropriation. Ça existe.
pour déterminer la compensation va être octroyée sur la base de la valeur marchande en 2014 et maintenant. Pourquoi le ministre refuse-t-il d'appliquer la très honnête et très équitable proposition de Desjardins? Monsieur le ministre des Transports. Le président, le député de Lapinière parle des deux côtés de la bouche. Voilà un mois, à LCN, il disait « il faut payer la valeur marchande ». Et là, soudainement, il nous dit la valeur marchande aujourd'hui, Monsieur le Président, là, est de 745 millions de dollars. On va payer 770 millions de dollars. On va payer 770. On va mettre un demi-milliard d'argent des fonds publics. Vous avez mis 250 millions. On a décidé de mettre 250 millions, payés par l'ensemble des Québécois. Nous avions une redevance à 20 sous. On a monté cette redevance à 90 sous pour répondre aux inquiétudes, à l'insécurité de certains propriétaires qui ont acheté leur permis voilà quelques années. Je le répète à ceux qui ont acheté leur permis 160 000 voilà 3 ans, ils se verront rembourser la somme intégrale, 160 000 Vous avez payé votre permis 40 000 voilà 15 ans, vous serez remboursé 40 000 La grande majorité des propriétaires, Monsieur le Président, sont satisfaits. Ils nous ont appelés en nous disant merci. Merci, parce que vous avez répondu à nos inquiétudes. Je sais que pour eux, c'est peut-être pas parfait, mais encore une fois, c'est une somme considérable que les Québécois vont payer. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Manifestement, il n'a pas répondu à tous ces appels. La semaine dernière, le ministre a déposé le projet de loi 26, un projet de loi qui va permettre l'expropriation de tous les propriétaires résidentiels et commerciaux sur le trajet du tramway. Il va falloir les compenser. Ils vont l'être, le fonctionnaire l'a dit, ça sera à la hauteur de la valeur marchande et c'est parfaitement normal. Quand c'est si grossièrement deux poids, deux mesures par rapport au taxi, n'est-ce pas là la définition même de l'injustice? Monsieur le ministre des Transports. Le député de Lapinière dit une chose une semaine, dit l'autre chose une semaine, parle aux propriétaires de taxi. C'est pas trop de quelle façon. Là, ce qu'il nous dit, c'est quoi? Il faut payer 1,3 milliard, 1,2, 1,4? C'est ça qu'il faut faire, Monsieur le député de Lapinière? On donne une somme considérable, Monsieur le Président. Un demi-milliard de fonds publics. On a monté la redevance à 90 sous. On ira payer 700. On va payer 760 millions de dollars aux propriétaires de taxis, aux 6 250 propriétaires qui possèdent 7 500 permis. On aura 10 millions de disponibles pour les situations spéciales et toujours 44 millions de dollars disponibles dans un fonds de modernisation pour l'industrie du taxi seulement. Je demande, député, de vous interpeller directement. Monsieur le député de Lapinière, à vous la parole. Monsieur le Président, en général, le ministre revient toujours aux contribuables pour justifier ses décisions. Pourtant, dans le cas du tramway, il y a plein de gens qui vont peut-être vivre difficilement une expropriation et il va les compenser adéquatement, parce qu'il le faut, avec l'argent des contribuables. Pour les taxis, c'est pareil, même volonté de compensation payée par les mêmes contribuables. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il demande plus aux contribuables pour un groupe d'expropriés et moins aux mêmes contribuables pour un autre groupe? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je le répète. Regardez la situation depuis 3 semaines, depuis le jour où j'ai annoncé que nous allions monter la redevance à 90 sous. La population, les propriétaires de taxis, vous le dites vous-même, Monsieur le député de Lapinière, je pense que les propriétaires sont satisfaits. Peut-être pas dans l'ensemble, mais à quelque part, nous avons répondu aux inquiétudes, à l'insécurité de certains propriétaires. Je le répète, c'est 770 millions de dollars que nous remettrons aux propriétaires de permis de taxi, dont 10 millions sera disponible pour des situations particulières et 44 millions dans un fonds de modernisation. Je pense que les Québécois ont fait leur part pour payer ces propriétaires de taxi. Question principale. Madame la députée de Joliette, je vous demande, en député, de vous interpeller. On le dit souvent, je sais que vous le comprenez, alors faisons-le. Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, ça prend vraiment du front pour venir accuser le Parti québécois de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour les places en CPE au Québec, quand c'est nous qui avons développé la politique familiale au Québec avec les places en CPE qui sont un joyau au Québec. Je veux juste rappeler au gouvernement que quand il était dans l'opposition et que le gouvernement libéral développait en priorité de manière anarchique des places en garderie privée et qu'il tolérait le milieu non régi,
il était d'accord avec lui. Sa vice-première ministre vantait le modèle des garderies privées. Même chose pour le député de la Pelletrie. Et à ce jour, les garderies non régies qui accueillent des dizaines de milliers d'enfants sont toujours tolérées par votre gouvernement alors qu'il n'y a aucun contrôle de l'État, aucun programme éducatif, aucune exigence de formation. Comment le gouvernement peut-il venir faire la leçon aux autres avec un tel enlignement? Monsieur le ministre de la Famille, la parole vous appartient. Elle vous appartient à vous seul. Le député de Matane me propose de rester assis, mais Monsieur le Président, je vais me lever avec plaisir parce que je pense que les paroles pèsent bien moins lourd que les gestes. Je pense que les gestes sont bien plus importants. Et je rappelle au Parti québécois, Monsieur le Président, que lors de son dernier passage à la tête du gouvernement, il y a eu des compressions importantes dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfant. Je comprends l'attachement et l'amour du Parti québécois pour les services de garde éducatifs, et ça, je ne le remets pas du tout en doute, mais il faut que les bottines suivent les babines. Et lors du dernier passage du PQ au gouvernement, ça a été plutôt catastrophique au ministère de la Famille. Ceci étant dit, de notre côté, on continue d'investir, et je dirais deux choses là-dessus. On nous a dit qu'il n'y a pas eu autant d'actions depuis 10 ans au ministère de la Famille. Sur le terrain, c'est ce qu'on nous dit. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. On est en mode développement et vous savez très bien que pour les milieux non reconnus, il y a eu des demandes à mon égard de faire en sorte qu'il y ait plus de flexibilité. On a refusé. C'est important pour la sécurité, pour la qualité. Et je vous rappelle quand même, je rappelle à la députée de Joliette qu'elle a voté lorsque le projet de loi 143 a été déposé. Elle a voté, donc je lui rappelle ça. Peut-être que c'est loin un peu, mais je lui rappelle qu'elle a voté. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Encore une fois, s'il vous plaît, attention à la députée de Joliette. J'ai voté effectivement, mais j'ai voté contre parce que je trouvais qu'il y avait du bon, qui était d'améliorer la qualité. Mais par ailleurs, je ne pouvais pas tolérer qu'on laisse des milliers d'enfants dans des services de garde non régis, surtout quand on dit à quel point c'est l'Agirto qui doit être fondamental. Et je pense que ça devrait aussi être une priorité de votre gouvernement. Et quand on parle de l'Agirto, ça veut dire d'avoir un plan de match cohérent, une vision globale, comme le demandent autant les commissions scolaires que la QCPE. Est-ce qu'on va l'avoir, cette vision globale qui va mettre tous les morceaux du casse-tête ensemble? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, la vision globale, je pense qu'on l'exprime très bien depuis le début. On veut agir le plus tôt possible pour s'assurer que nos enfants développent leur plein potentiel, pour réduire cette fameuse proportion de 27,7 d'enfants qui commencent la maternelle avec au moins une vulnérabilité dans un de leurs domaines de développement. Ça, c'est le plan de match du gouvernement et on le fait en collaboration. La création des prématernelles 4 ans où il y aura des professionnels, la concrétisation, la poursuite du déploiement du réseau des CPE et de l'ensemble des services de garde éducatifs. Agirto avec le député de Taillon, ministre délégué à la santé et aux services sociaux. Je pense que le plan de match, il est clair. On veut mettre tout sur la table, absolument tout, pour faire en sorte que nos enfants développent leur plein potentiel. Et ça, on le fait en investissant, pas en faisant des compressions comme l'a fait le PQ lors de son dernier passage. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, agir à 4 ans, c'est bien, mais prévenir l'apparition des difficultés et des vulnérabilités, c'est encore mieux. Et les CPE, ça permet de le faire, pas juste à 4 ans, mais dès les premières années de vie des enfants. Alors, il y en a un moyen simple, c'est de créer des dizaines de milliers de places. Il y en a 42 000 parents qui attendent en ce moment. Comment peut-on parler de libre choix quand ces parents-là attendent? Et comment peut-on consacrer uniquement 46 millions pour le programme Agirto du ministre des Services sociaux et 2 milliards pour les maternelles. Monsieur le ministre responsable de la Santé et des Services sociaux. Merci, Monsieur le Président. On commence progressivement. C'est pour ça qu'initialement, il y a 48 millions, mais on vise en bout de ligne 88 millions. Maintenant, moi, je fais le pont entre la famille et l'éducation pour permettre de dépister ces enfants-là et d'offrir des services. C'est surtout ça qui est important, c'est que les services vont être offerts dès le moment du dépistage. On oublie l'histoire d'avoir un diagnostic avant. La députée de Sherbrooke parlait tout à l'heure. Actuellement, là, à Sherbrooke, la situation est tellement grave que les parents ne peuvent pas avoir de service d'ergothérapie au CHU ou dans un CLSC. Ils doivent tous payer au privé. C'est inacceptable. La situation actuelle est inacceptable. Il est temps que ça change. Nous, on veut prendre ça à main et Agirto débute cet automne. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, la semaine dernière, la CEPAQ a informé la population de Québec que l'accès au parc des Chutes de Montmorency sera maintenant payant. Pas plus tard que lundi, le gouvernement n'a pas souhaité débattre, encore moins soutenir une motion sur le sujet. Les gens de partout de la Ville de Québec s'y déplacent à pied ou en vélo pour prendre du bon temps en famille, pas trop loin de chez eux. Mais dorénavant, une promenade pour une petite famille de 4 personnes
au parc coûtera 25 $. Alors que la CEPAC s'efforce de promouvoir la découverte de ces nombreux parcs nationaux à travers un style de vie actif, les premiers affectés seront ceux qui s'y déplacent aujourd'hui à pied, à la marche ou en vélo. Mais en échange, on vous offre un espace gratuit de stationnement. Sommes-nous en 2019 ou en 1979? Ce parc est la deuxième destination la plus prisée par les nombreux touristes de la capitale nationale. Pour justifier sa décision, la CEPAC invoque la cohérence avec le reste des activités. Il y a une petite différence, Monsieur le Président. Le parc des Chutes est le seul parc national en milieu urbain. Cette décision est non seulement incohérente, mais également aberrante. Est-ce que le ministre assume fièrement la décision de la CEPAC? Monsieur le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Oui, Monsieur le Président. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, la CEPAC ne veut pas, il y a une structure qu'il faut établir. Et la structure, justement, dans le parc de Montmorency, il faut comprendre qu'on veut arriver avec une situation qui est conforme avec le restant du système des parcs de la CEPAC. De l'autre côté, ce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on s'adresse à cette problématique-là, il faut voir un peu l'ensemble de l'environnement. L'environnement du dossier de la CEPAC, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des municipalités qui sont impactées par une situation particulière au niveau du stationnement, premièrement, au niveau, naturellement, du coût d'entretien. Et, naturellement, on arrive à se faire en sorte qu'on a un projet de société, je pense, qui est acceptable lorsqu'on pense qu'on a mis un montant d'argent de 12,5 $ pour une passe annuelle pour, justement, bien combler la situation monétaire, parc, installation et, naturellement, le milieu de l'endroit. Donc, moi, je pense qu'on est très, très à l'aise avec la situation et on est bien content de la situation qu'on a mise en place avec les dirigeants de la CEPAC. Première complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, le jour même de l'annonce, une pétition a été lancée afin de lutter contre cette décision caquiste. En 24 heures, il y avait près de 1 500 signataires et aujourd'hui, ils sont plus de 13 000. Aujourd'hui, le ministre nous dit « structure avant les gens ». Ce parc est utilisé pas juste par les gens de Bois-Châtel, mais par les citoyens de toute la région. Est-ce que le ministre des Parcs a obtenu l'aval de la ministre de la capitale nationale avant d'imposer ses tarifs? Monsieur le ministre de la Forêt, des Faunes et des Parcs. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, je pense que c'est important de le mentionner à la population, au-delà de 55 % des gens qui consomment le parc des Chutes-Montmorency sont des touristes, sont des gens qui viennent de l'international, du milieu du Québec, du milieu de l'Ontario, etc. Il faut bien comprendre dans cette dynamique-là que oui, il y a une pétition qui a été montée, pétition qui a été mise justement en ligne par un ancien candidat du Parti libéral. Donc encore là, je trouve ça toujours intéressant de voir cette situation-là. Au-delà de cette situation-là, comme j'ai dit, je crois que l'ensemble des intervenants ont été pris en considération de façon légitime et de façon propre pour que ça puisse satisfaire l'ensemble des utilisateurs. En terminant, deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, le représentant de la CEPAC a dit le 29 mai dernier que cette décision n'avait aucun intérêt monétaire. Pour sa part, le ministre, lui, n'a pas eu aucun problème à affirmer le contraire. Les chiffres les plus récents indiquent que c'est plus de 700 000 personnes qui visitent ce beau grand parc urbain. Selon la CEPAC, c'est 30 % des visites qui se font par d'autres moyens que la voiture. Ce qui veut dire que c'est 200 000 personnes qui devront dorénavant payer pour aller au parc des Chutes de Montmorency. Est-ce que le ministre peut faire la seule chose acceptable, soit de revenir sur sa décision et de rendre de nouveau l'accès gratuit au parc des Chutes? Monsieur le ministre de la Forêt, des Faunes et des Parcs. Oui. Donc, Monsieur le Président, pour l'instant, il n'y a aucune volonté de notre part de revenir sur cette décision-là, que je crois qui est très, très légitime et qui mérite naturellement d'avoir Non, laissez faire les montants d'argent, honnêtement. Là. Honnêtement, oui, Monsieur le Président, on va laisser faire les petits doigts dans les airs, là, parce qu'une chose est importante de bien comprendre. Là, monétairement parlant, c'est à coût nul, la situation. Donc, oui, j'ai bien parlé des entretiens de structure dans les domaines de la CEPAC, mais quand on parle de coût nul, j'espère qu'on bien comprendre que c'est 1 $ investi une place pour remplacer un autre dollar à un autre endroit. Donc, je pense que ça fait le tour de la question, mais si mon collègue veut en discuter en privé, on pourra en discuter. Question principale. Encore une fois, je vous rappelle la règle de base que vous connaissez. Vous vous adressez à la présidence. Évitez de vous interpeller. Madame la députée de Verdun, la parole vous appartient. Merci, Monsieur le Président. Le 2 mai dernier, j'ai déposé une motion proposant au gouvernement de revoir rapidement l'ensemble des politiques gouvernementales en matière de publicité afin de concentrer les dépenses publicitaires vers les entreprises et les médias québécois et non pas vers Facebook, Amazon, Google. Cette motion a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Voilà une bonne façon pour le gouvernement de donner l'exemple et d'appuyer les médias de chez nous. Dans une demande d'accès à l'information, on apprenait que le ministère de la Culture fait figure de mauvais élèves au sein du gouvernement. En effet,
plus de 24 des dépenses publicitaires du ministère depuis le 18 octobre dernier ont été faits chez Facebook. Ce chiffre grimpe à 63 pour l'Office de la protection de la langue française, un organisme qui relève directement de la ministre de la Culture. Quand la ministre entend-elle bouger et faire appliquer une véritable politique en matière de publicité et agir de la dans l'intérêt des Culture et médias des Communications. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis ravie de pouvoir répondre à la question de la collègue ce matin. J'aimerais lui rappeler que lors du précédent gouvernement, les libéraux ont dépensé 6 millions de dollars en publicité sur les plateformes avant notre arrivée au pouvoir. Alors, les leçons venant de la députée de Verdun, on repassera. Cela dit, elle a fait des demandes d'accès à l'information. J'apprends ce matin que des sommes importantes ou plutôt un pourcentage de publicité important a été investi par le ministère de la Culture, également l'OQLF. J'y verrai personnellement, puisque le message et le mot d'ordre que je donne à tous mes collègues ministres, à toutes les organisations du gouvernement du Québec, c'est il faut et nous devons donner l'exemple, encourager nos propres entreprises de presse locales et régionales, acheter de la publicité dans nos journaux locaux. Je le fais, je peux vous montrer toutes les factures si ça vous intéresse. Et ce message-là, nous avons tous, autant que nous sommes ici présents en cette enceinte, un devoir d'exemplarité. Mais je constate, Monsieur le Président, depuis mon arrivée, que des machines, c'est lourd à tourner, mais ça va changer. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à vous tous.